toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Et en première partie d'émission, nous nous sommes rendus à la foire ACA, also known as Africa, une foire qui met en avant les artistes du continent africain, une foire qui fête ses 10 ans. Et en deuxième partie d'émission, j'aurai le plaisir d'échanger avec Mark Spiegler, consultant en stratégie culturelle, ancien directeur d'Art Basel, qui a récemment publié un article intitulé « Pourquoi il faut cesser de vanter l'art comme un investissement » dans le média Business of Fashion. On en parle avec lui dans un instant, c'est Art et Marché. C'est la 10e édition de la foire also known as Africa, ACA. L'occasion pour nous de revenir sur la progression de la place des œuvres d'artistes du continent africain sur le marché de l'art international. Quand on a démarré, il y avait non seulement une foire à construire, mais il y avait une pédagogie à mener, il y avait le besoin de se différencier du marché de l'art traditionnel africain. Il n'y a qu'à voir, aujourd'hui, il n'y a plus une institution, il n'y a plus une grande foire au monde, il n'y a plus une grande galerie qui n'a pas un artiste du continent dans son éventail. Mais aujourd'hui, le marché, il est plus du tout émergent, il est bien là, il est stable. On parle depuis, on va dire 13 ans, 14 ans, de marché d'art contemporain africain. En France, ça s'est fait plus lentement parce qu'il a fallu rassurer les collectionneurs, éduquer les collectionneurs. Si aujourd'hui, il y a à nouveau une explosion de l'art africain à Paris, c'est qu'en fait, Paris est redevenu un centre européen de l'art contemporain. Et ça, c'est grâce à Basel. Parler d'art contemporain africain, ça n'a pas toujours un sens parce que entre le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Gabon, franchement, il n'y a pas tellement de points communs. Si ce n'est qu'on traite le sujet beaucoup plus à fond. On est beaucoup moins dans du conceptuel. Alors oui, il y a eu la mode du portrait. Aujourd'hui, c'est passé de mode, effectivement. On revient à une plus grande liberté des artistes qui expriment vraiment ce qu'ils veulent nous montrer. Donc on a du paysage complètement abstrait, ce qu'on avait rarement vu. Là, on revient à des techniques ancestrales qui sont merveilleuses et que tout le monde découvre aujourd'hui. Et pour clôturer ces semaines de l'art, je suis ravie d'être en compagnie de Mark Spiegler, qui est consultant en stratégie culturelle, ancien directeur d'Art Basel, rédacteur au média Business of Fashion et cofondateur de The Art Market Minds Academy. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Merci, c'est bien d'être ici de nouveau. Et cette fois-ci, pas en virtuel, mais vraiment face à face. Vrai. Et donc, vous avez rédigé un article au sein de Business of Fashion intitulé « Pourquoi il faut cesser de vanter l'art comme un investissement ». Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire depuis quand est-ce qu'on parle de l'art comme un investissement? Est-ce qu'il y a eu un shift dans cette appréciation de l'art? Il faut dire qu'il y avait toujours des gens qui ont acheté de l'art en pensant à le revendre. Mhm. Mais autour de 2000, c'est un peu la tournée du siècle, il y a eu les gens ont commencé à parler de l'art comme investissement. On utilisait la phrase alternative asset class, donc une classe d'actifs alternatifs à d'autres classes comme l'immobilier, les choses en bourse, etc. Ouais. etc. Donc, à ce moment-là, il y avait également des gens qui ont commencé à faire des firmes qui, en premier, créaient des fonds où les gens investissaient dans l'art avec l'idée comme un hedge fund classique que sur un horizon fixe, disons 3 ans, 4 ans, l'art serait acheté et revendu et donc les investisseurs en tiraient leur marge. Après, encore plus compliqué, il y avait la fractionnalisation de l'art. C'est ça. De la même manière qu'on fractionnalise les chalets en montagne ou les heures de vol dans un avion privé. Et donc, l'idée, c'est que tu peux acheter 1 millier d'Abasca, 1 millier de Warhol, etc. Mais toujours avec la même idée qu'à un certain moment, ça serait revendu avec un bénéfice pour tout le monde. Il y avait à un certain moment presque une quarantaine de Art Investment Funds en Europe même. Donc, il faut dire que c'est quelque chose qui a vraiment, pris développé. de l'allure, et puis tout le monde en parlait.
Et puis, ça reste encore une grosse partie, je dirais une trop grosse partie du discours autour de l'art, du marché de l'art. Parce que, juste très concrètement, parler de l'art comme un investissement, ça voudrait dire parler de l'art comme un retour sur investissement de ce qu'on a investi en fond. Et pourquoi, parce que c'est vrai que dans votre article, vous parlez de ravage sur le monde de l'art. Pourquoi est-ce que vous considérez que ça a fait du tort au marché de l'art? Il faut dire que même au moment où j'étais directeur de la foire de Bâle, j'ai toujours dit que l'art était en soi un mauvais investissement. Pourquoi? Parce que détenir de l'art emmène beaucoup de coûts. Il y a le transport, il y a les assurances, il faut le mettre quelque part. Donc, disons, une fois qu'on collectionne beaucoup d'art, on ne peut pas juste les mettre sur les murs. Donc, il y a beaucoup de coûts. Ce qu'en anglais, on appelle carrying cost. Donc, le coût d'avoir un certain actif. En même temps, du fait que c'est un marché qui n'est pas régulé, on investit dans un environnement où, franchement, ce n'est pas vraiment au plein milieu des informations. C'est très dur à dire ce qui va monter, ce qui ne va pas monter. Bien sûr, si on achète des centaines d'œuvres, il se pourrait qu'il y en a certains qui vont monter. Mais en général, je pense, et j'ai vu dans beaucoup de pays, que ce phénomène où beaucoup de personnes prennent en même temps l'idée qu'ils vont gagner beaucoup d'argent en investissant dans l'art. Après 2 ou 3 ans, ils réalisent que c'était plus compliqué qu'ils avaient prévu. Et tu as à la fois un boom et après un crash dans le marché. J'ai vu au Brésil, j'ai vu en Corée, j'ai vu partout ce phénomène des gens qui entrent très vite dans le monde de l'art, qui achètent beaucoup, et puis qu'après 2 ou 3 ans sont très déçus et arrêtent, et qui freinent le marché de façon assez brutale. Donc il y avait ça. Et ça, on peut dire, bon, c'est mauvais pour eux, tant pis, ils ont spéculé, ils ont perdu de l'argent. C'est comme s'ils allaient autre part, dans la bourse, on peut également perdre de l'argent. C'est ça. Et ça, j'en parlais depuis longtemps. Le plus gros problème auquel j'ai juste pensé en écrivant cet article est en relation avec le monde de l'art. Et ce qu'on peut dire concrètement, c'est dans ces 25 ans où il y avait cette sorte de financialisation du marché de l'art, et en même temps l'expansion vers l'Asie et maintenant vers le Moyen-Orient, et puis la revanche de Paris qui a repris sa place dans le marché de l'art, le marché de l'art a stagné, même devenu plus petit. À mon avis, c'est au moins d'une partie à cause du fait que les gens sont arrivés dans le monde de l'art avec beaucoup d'enthousiasme. Ils voulaient être mécènes, ils voulaient acheter de l'art, ils voulaient subventionner les artistes et les galeries. Et ce qu'ils ont trouvé, c'était un discours qui était le même qu'ils trouvaient dans la bourse, l'investissement, les revenus, les bénéfices. C'est vrai qu'une terminologie... Une terminologie qui n'a rien à voir avec l'art. Oui. Et je pense que ce qu'on ne saura jamais, c'est combien de vrais potentiels mécènes, combien de gens qui seraient pas partis après qu'ils avaient perdu de l'argent en achetant de l'art, qui auraient vu ces dépenses comme quelque chose qui leur emmenait, non pas de l'argent, mais qui leur emmenait la stimulation intellectuelle, le fait qu'ils avaient contribué à la patrimoine, qu'ils avaient contribué à mettre la culture en avance. Et j'ai peur qu'on a perdu toute une génération de mécènes et on ne saura jamais. Mais ce qu'on peut dire concrètement, c'est que pendant cette période où on a vraiment mécanisé l'investissement dans l'art, le marché de l'art n'a pas grandi, il a plutôt stagné. C'est ça. Et c'est vrai que on parle de plus en plus de retour sur investissement social. Maintenant, on en parle de plus en plus. Et ce qui est intéressant dans votre article, c'est que vous ouvrez à cette nouvelle génération où le discours, en tout cas, vous proposez de s'adresser différemment à cette génération qui est beaucoup plus sur l'expérience, qui n'a moins en tête ce retour sur investissement financier de l'art. Quelle expérience, du coup, on pourrait leur proposer? Alors, pour voir un peu plus grand le contexte,
j'ai toujours dit qu'il faut non pas seulement citer le problème, mais aussi essayer de trouver une solution. Bien sûr. Alors, je pensais, quelle est la solution à ce problème que le marché de l'art a créé pour lui-même? Il faut regarder une des grandes tendances, c'est ce qu'on appelle generational wealth shift. Donc, l'argent qui soit hérité, soit gagné dans le marché, soit gagné dans le tech, etc., qui passe d'une génération à une autre. Ouais. De mes parents à les gens de ton âge et de plus jeunes, si on peut dire comme ça. Ce qui est clair, c'est que cette prochaine génération est moins intéressée par les objets que par les expériences. On voit par exemple que dans le monde du luxe, les marques de luxe qui font, par exemple, les habits, ont du plus de mal que les marques qui font plutôt le wellness, qui fait la beauté. Donc, les gens sont prêts à payer pour l'expérience et moins pour les objets. J'ai eu une conversation très intéressante en venant. J'ai pris ce matin le TGV de Zurich à Paris. J'ai rencontré dans le TGV 2 femmes qui sont des collectionneuses assez sérieuses et puis on discutait un peu exactement ce problème. Et je leur ai dit, est-ce que vos filles, parce qu'elles sont tous les 2 des filles qui sont dans le marché de l'art, est-ce que vos filles vont collectionner autant que vous? Et tous les 2 m'ont dit non. Et je dis, est-ce que vos filles sont propriétaires d'une auto? Et tous les 2 m'ont dit non. Et ce que ça démontre, c'est que la prochaine génération est moins intéressée par les objets. Ils voient les objets comme quelque chose qui leur complique la vie au lieu qu'une possession. L'acte de propriété. L'acte, disons, et c'est pas qu'ils n'ont pas d'argent, c'est qu'ils ne veulent pas nécessairement le dépenser en s'entourant d'objets. Alors, il me reste une minute. Et voilà la solution que je propose, c'est qu'il faut repenser la façon dont l'art est vendu. Et c'est pas que les gens le font pas, mais il faut se focaliser sur sur ce que acheter de l'art peut emmener à la personne, au collectionneur. C'est-à-dire l'expérience d'être avec les artistes, l'expérience de détenir l'art et être toujours stimulé par l'art qui t'entoure, l'expérience de se sentir comme quelqu'un qui subventionne la culture et le patrimoine, l'expérience d'être en contact avec des gens qui sont peut-être plus intéressants ou au moins très différents de soi-même. Et je pense qu'il faut, dans une phrase, il faut vendre l'art comme de la magie et non pas comme un investissement. Parce que le problème, c'est comme investissement, ça n'a jamais eu vraiment, ça n'a jamais bien fonctionné comme un investissement, mais l'art reste magique. Et donc, quand on le vend comme un produit qui ne marche jamais exactement comme on aurait prévu ou comme on aurait espéré, forcément, à un certain moment, ça ne marche pas. Par contre, si on propose, si on fait la promotion de l'art comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un accès, un portail dans un autre monde, dans le monde de l'artiste, dans le monde de l'art, je pense que là, on peut vraiment valider la chose pour laquelle les gens ont payé. Merci beaucoup, Marc Spiegler, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes consultant en stratégie culturelle, ancien directeur d'Art Basel, rédacteur donc Business of Fashion, cofondateur de The Art Market Mind Academy. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.